Alors je commence. Donc, c'est comme si on était à la Bibliothèque nationale, à mes débuts, à l'époque où on pouvait encore regarder les originaux des cahiers de brouillon, mais on pouvait utiliser un crayon uniquement. Le crayon, le taille-crayon et la gomme, c'est la seule façon de transcrire. Je vais revenir sur ce cahier 26, les feuillets 17 verso et 18 verso, par quoi j'avais commencé. Alors j'essaye d'écrire lisiblement, c'est très difficile parce que j'ai une mauvaise écriture, et Proust également. Mais je l'ai déjà transcrit, j'ai déjà corrigé la transcription que j'avais faite, donc je travaille avec filet. Mais le plus intéressant est de voir le document, sa photographie, puisque de nos jours on peut faire des photocopies comme on veut, mais l'accès à l'original est très réglementé. Je recommence sur ce verso du 17, c'est la page de gauche. Alors je mets des indications, bon, il faut se retrouver, cahier 26, folio 17 verso, folio c'est feuillet bien sûr, il faut marquer le verso pour le distinguer du recto. Ceci en bonne logique, je le mets entre crochets droits, puisque ça n'est pas de Marcel Proust, ni le numéro du feuillet, ni le numéro du cahier. Alors comment est-ce que je fais? Il n'y a qu'une seule... Non, on pourrait dire qu'il y a une seule façon de faire, recopier le document tel qu'il est. C'est ce que l'on appelle la transcription diplomatique, en respectant la ligne à chaque fois. C'est-à-dire, je peux commencer par dans la matière insensiblement dégradée et les transitions d'un beau livre. Je regarde d'abord, il faut prendre une vue générale de la page. Je constate que là, il y a un adjectif, l'adjectif douce, au pluriel, qui se promène entre deux lignes. Et je vois bien que c'est le même travail d'écriture, et donc il faut accrocher cet adjectif au pluriel en transition. Donc ça devient la matière insensiblement dégradée et les douces transitions d'un beau livre. Point. Bon, Proust s'arrête là. Ensuite, l'écriture est différente. Je vais recopier la dernière ligne. L'adjectif douce, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je respecte stricto sensu les règles de la transcription diplomatique, c'est-à-dire après dégradé, et j'essaye d'écrire lisiblement, et les transitions d'un beau livre. Voilà, je recopie la fin de la phrase, c'est-à-dire la ligne telle que Proust l'a écrite. Ensuite, il a ajouté en dessous de la ligne, d'habitude c'est au-dessus qu'il ajoute, il fait une addition, les 12 transitions. Voilà donc la transcription diplomatique d'une ligne et de son complément, d'une addition, d'une modification. Voilà la règle de la transcription diplomatique. C'était l'usage à l'époque où j'ai commencé dans le métier. Il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de microfilm, il n'y avait pas de photocopie. On était seul avec le cahier de brouillon en l'occurrence. Donc je rappelle le cahier 26 au feuillet 17 verso. Il fallait de 9h à 17h, 17h45, il fallait, avec son crayon, son taille-crayon et sa gomme, emmagasiner le maximum d'informations sur la feuille de papier. Là, j'ai commencé au début, là j'aurais dû commencer au milieu, puisque je commence à transcrire à partir de dégradés. Mais peu importe, on peut prendre autant de feuilles que l'on veut, du moment qu'on décide, qu'on met la référence à chaque fois. Bon, très vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la transcription, c'est toujours forcément une interprétation. Cette addition, je l'intègre. Je l'intègre d'une manière toute simple. Là, je reprends complètement à partir de zéro. D'ailleurs, je prends une autre feuille. Donc, je recommence. Cahier 26, folio 17, verso entre crochets droits. Cette ligne dégradée au féminin et voilà, j'intègre les 12 transitions d'un beau livre avec le point final, le point de cette belle période que je ne transcris pas complètement pour les besoins de l'exemple. J'intègre donc la modification sur la ligne
Pourquoi? Pour gagner de la place? Non, ça n'est pas le but recherché. Encore une fois, la transcription, c'est une interprétation. Celui qui édite, celui qui transcrit, choisit, interpréter. Cet adjectif ne va pas avec la ligne suivante, mais avec cette ligne-là, et il faut l'intégrer. Et la justification que je donne est que Proust écrit toujours des phrases. Il n'y a pas chez lui de hasard, il n'y a pas de double solution. Les alternatives sont extrêmement rares dans son style et dans sa façon d'écrire. Et j'irai même plus loin. Très vite, au fil des années, je me suis aperçu qu'il était inutile de faire cette reproduction photographique, c'est-à-dire de commencer la ligne là où Proust l'a commencé, de la terminer là où il a terminé. Son unité, c'est la phrase. Et donc, le plus simple pour aller vite et pour arriver à se relire, pour arriver donc à relire le travail, et de faire une partie du travail d'interprétation sur place, à la Bibliothèque nationale ou dans son bureau, devant le microfilm. Ce que je vais expliquer en traduisant la phrase suivante. Ceci se mettra plutôt à la fin du livre et sera fondu dans ces deux morceaux-ci. Ces deux lignes, mais une seule phrase. Ceci, avec ne pas oublier la capitale, se mettra plutôt. Je constate que Marcel Proust ne met pas l'accent circonflexe à plutôt, sur le haut de plutôt. C'est très important d'ailleurs parce qu'il n'en met jamais, il n'utilise pas l'accent circonflexe. Les fameux subjonctifs imparfaits de Marcel Proust sont très imparfaits puisqu'il a inventé, on peut dire, un mode nouveau où le subjonctif imparfait n'est pas un véritable subjonctif imparfait, il n'y a pas l'accent circonflexe. Là, qu'est-ce que je fais? Si j'en ajoute un, je suis obligé de le mettre entre crochets droits, ce qui devient quelque chose de très pénible à lire. Mais il faut bien voir que, en me relisant ou en publiant cela, je penserai, ou quelqu'un pourra penser que c'est l'éditeur qui a oublié de mettre le point d'interrogation. Donc, selon la tradition, je suis obligé de mettre entre crochets droits, toujours les crochets droits entourent les interventions de l'éditeur, je suis obligé de mettre un sic, ce qui est souligné. C'est évidemment une convention assez barbare, mais si je ne le fais pas, quelqu'un pourra toujours penser que c'est non pas l'auteur, Proust, mais moi-même qui ai oublié de mettre l'accent circonflexe. Donc vous voyez, dès le départ, on a affaire à toute une série de problèmes pratiques. Mais alors pourquoi respecter la faute d'orthographe de Marcel Proust si on ne le fait pas, alors pourquoi transcrire un brouillon? Un brouillon, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être transcrit, ni pour être publié, ni pour être édité. Donc à partir du moment où on choisit de transcrire, il faut tout transcrire, y compris effectivement les erreurs de style, etc. Ceci dit, ça pose un problème. Il m'a fallu des années pour imposer cette méthode de travail. Il y a 25 ans, les chercheurs, les universitaires, les éditeurs publiaient des morceaux choisis de brouillons qui étaient simplifiés. Donc là, je mets sic entre crochets droits et je continue la transcription qui cherche à être fidèle non pas photographiquement, mais ni graphiquement, mais fidèle à ce que Proust écrivait au mouvement de l'écriture, qui est un mouvement linéaire. C'est pourquoi effectivement très vite dans mon métier j'ai remplacé la transcription diplomatique qui n'est plus nécessaire puisque maintenant on peut avoir un facsimilé comme on veut. On peut avoir une photographie, un microfilm comme on veut. Remplacer la transcription diplomatique par une transcription linéaire qui correspond au mouvement de l'écriture occidentale qui va de gauche à droite, et non pas de droite à gauche ni par colonne. Je continue, ceci se mettra plutôt à la fin du livre. À la fin du livre, je fais attention que Proust met livre avec un L minuscule, non pas capital, et sera fondu. Là, je vais à la ligne parce que je suis arrivé à la fin de la ligne, mais sinon je pourrais aussi bien écrire fondu ici, et non pas à la ligne suivante comme Proust a fait, parce que je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une reproduction photographique. Il s'agit d'une phrase que je peux recopier de cette façon-là, sera fondu dans ces deux
morceau-ci. Là, ce que je viens d'écrire, ça n'est pas innocent. Là, j'avais marqué un alinéa puisque Proust le fait. Et donc, là, je respecte l'alinéa, ça c'est important. Le 2, je le marque en chiffres arabes et non pas en toutes lettres, comme je devrais faire si je ne respectais pas Proust. Et si je constate que Proust n'a pas mis de trait d'union. Alors que faire ensuite? Parce que les problèmes, je ne pense pas aller très loin dans cette transcription reconstituée, puisque je l'ai déjà faite et imprimée là à côté de moi. Ce qui est important de voir, c'est que les difficultés s'amoncellent. D'ailleurs, mon écriture est illisible. Là, j'ai écrit si, mais ça ressemble à un A accent grave. Et d'autre part, les difficultés tiennent également à la façon d'écrire de Proust, puisque à la ligne suivante, et là encore une fois, je suis obligé de respecter l'alinéa, à la ligne suivante, je trouve 2 points. 2 points qui devraient se trouver ici. Voilà. Mais ces 2 points, il s'en sert pour mettre un retrait en fait. Là, il marquait l'alinéa, et ici, il marque un retrait par rapport à l'alinéa précédent. Là, c'est important. On n'est pas dans la diplomatique, on est dans la linéaire, mais la linéaire qui retient les choses essentielles. Alors ensuite, il écrit premier, ou premièrement. Mais il écrit de façon bizarre. À nouveau, bon, voilà, je recopie à nouveau, je pousse le détail de la transcription, même si pour moi elle est linéaire, je n'ai pas respecté, j'ai respecté la phrase, mais pas la ligne proustienne. Ça n'est pas une photographie. Je suis confronté à d'autres détails importants que faire de ces 2 points. Que faire de cette façon étrange de mettre premièrement, puisque c'est avec un O en exposant. Là, pour le moment, avant de trancher, avant de savoir ce que je vais faire devant mon traitement de texte, j'ai le temps d'emmagasiner le maximum d'informations. Dans le morceau, bon, là, où je mettrai les phrases qu'il y a, là à nouveau je ne respecte pas la ligne, souffrance. Alors souffrance. Qu'est-ce que France? Bon, dans le morceau précédent que je n'ai pas transcrit, il parle d'Anatole France. Donc, alors que doit faire le transcripteur? Est-ce que quand il commence à éditer, est-ce qu'il doit mettre une petite note de bas de page pour expliquer qu'il s'agit d'Anatole France? Ça, c'est je laisse cette question en suspens. J'en ai parlé tout à l'heure, Proust écrit James et non pas Jam. En fait, il parle de Francis Jam. Alors, je peux ajouter entre crochets droits, je peux ajouter un M, un deuxième M, celui qui manque. Ou bien alors une note explicative. Il ne s'agit pas de Henry James, mais de Francis Jam, dont il était question précédemment. On peut même penser, si on regarde le second document, ce verso 27, ce verso 17 pardon, du cahier 26, on peut même imaginer que l'écriture est un peu tremblée, l'écriture de Jam. On peut même penser qu'il y a 2 M, parce qu'il est difficile de distinguer les jambages. Donc vous voyez, à nouveau, dans le détail, on peut passer des heures sur une ligne comme ça, qui peut paraître, sur une phrase qui peut paraître toute simple. Ensuite, je vois etc. Il n'y a pas de virgule après Jam, et il n'y a pas de point après etc. Je peux respecter ceci, tout en sachant que quand je donnerai une version plus typographique, je ne respecterai peut-être pas ces détails de ponctuation qui ne sont pas importants. Et comment ensuite, et comment tout cela se reliera. Alors là, c'est assez important. Bon, et comment, ça n'y a pas de problème. Tout cela se reliera. Là, je devine, parce que, bon, s'ils se relient ensemble, ça, je vois très bien la difficulté, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il est très difficile de lire un E après le LI. Le LI, on le lit,
mais on a l'impression qu'il a écrit L-I-R-A, ce qui ne fait pas sens. Donc déjà, à nouveau, encore une fois, la transcription, on ne lit que ce que l'on comprend. La transcription ne se sépare pas de l'interprétation. Déjà fait. Bon, là, c'est un cas plus classique, déjà fait, j'en ai parlé, je crois déjà. Il ne referme pas la parenthèse. Alors oui, on peut la mettre entre crochets droits pour la refermer. Oui, est-il nécessaire d'aller dans ce genre de détails? Il y a d'autres cas, d'autres occurrences, où la parenthèse non refermée a une signification beaucoup plus importante quand le sens même de la phrase est en cause. Là, je vais à la ligne puisque Proust le fait également. Il faut évidemment délimiter les alinéas puisqu'on arrive au deuxième mot, deuxième qui est écrit de façon un peu plus académique avec un petit E en exposant. Avant ceci, que je dirais avant ou bien avec. D'ailleurs, j'ai tort. Il n'y a pas de T. Donc c'est avec. Là, encore une fois, il faut deviner, c'est un jeu de combinatoire. C'est avant ou avec. C'est avec parce qu'il n'y a pas de T. Heureusement, dans ce grand naufrage de son écriture, il met toujours une barre sur les T, donc on n'a pas trop de problème. Avec ceci que je dirais, vous voyez que j'avance très lentement, c'est épouvantable, il faut des heures de travail pour des choses qui sont très simples, et je ne suis pas entré encore dans ce qu'il y a de plus difficile à déchiffrer. Que je dirais, en 10 ans, je constate que Marcel Proust était fatigué, puisqu'il c'est toujours du rédigé. Et même pour une note de régie, une note où il explique ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait. Mais là, le style est un peu négligé. En disant qu'importe, et là je mets un porte ici, même si, encore une fois, ça n'est pas une diplomatique, je ne respecte pas la ligne, qu'importe que Marguerite Auzout, alors là, pour le lecteur moderne, il faudra une note, sans doute, je songerai, donc une note explicative, donc je songe, tout en transcrivant, aux explications qu'il faut donner. Et que je sais parce que j'ai travaillé dessus avant de faire cette reconstitution. Que Marguerite Auzout soit une ouvrière. Alors là, on arrive à une difficulté pas une difficulté. Après ouvrière, il y a une virgule qui est barrée. Bon, c'est évidemment un cas de figure. On peut mettre en italique, c'est ce que nous faisons à l'équipe Proust, on peut mettre en italique le mot qui est biffé, c'est ce que nous faisons d'habitude, mais mettre une parenthèse en italique, si c'est faisable, mais là le lecteur aura bien du mal à s'en apercevoir. Un cas de figure. Ensuite, avant avoir barré la virgule, Proust écrit « Elle dit c'est ». Il barre. C'est. Je le mets en italique ou je le souligne, puisque les mots soulignés se retrouvent en italique dans la typographie. Actuellement, avec un traitement de texte, il y a beaucoup de logiciels de traitement de texte qui permettent de barrer, ce qui permet de ne pas utiliser l'italique. Bon, elle dit c'est. Mais ensuite, Proust se reprend. Il barre ensemble, dans un même mouvement, la virgule et le C, et il ajoute quand. Voilà. Alors que faire? D'après mon système, je pourrais mettre entre soufflets l'addition quand, mais ça ne fait pas logique. Ça n'est pas logique. Ce serait une reproduction vraiment tout à fait, oui, diplomatique, tout à fait photographique. Proust a d'abord écrit soit une ouvrière, virgule, elle dit c'est. Ensuite, il a voulu écrire, soit une ouvrière, quand elle dit, et ensuite je continue, un jeune prisonnier, c'est comme du Chateaubriand. Là, je remarque au passage que j'ai déjà tout un commentaire sur comparer Marie-Claire
Chateaubriand, c'est extraordinaire. Bon, là, je ne suis pas satisfait de la transcription. Je préfère là c'est ce que nous faisons avec la transcription littéraire, les linéaires. Une ouvrière, virgule, elle dit c'est. Voilà. Je barre ceci et je continue. Quand, pour l'abréviation QD, n'est pas quand elle dit. C'est-à-dire, j'écris le premier état de la phrase, et ensuite le deuxième. Quand elle dit un jeune prisonnier, c'est comme du Chateaubriand. Et c'est là où la transcription que les Proustiens utilisent, la linéaire, la linéarisée, peu importe, ne respecte pas la topographie du document, la photographie, mais l'ordre logique. Je mets d'abord la première rédaction, elle dit c'est, et ensuite je mets un signe qui indique que ça a été barré, et ensuite je mets la deuxième rédaction qui a été corrigée par l'auteur quand elle dit un jeune prisonnier. C'est comme du Chateaubriand. Voilà, qui respecte l'ordre de l'écriture. Ce à quoi, depuis qu'il y a des informaticiens qui font des statistiques, on me dit mais monsieur, vous répétez des mots, ce qui n'est pas dans le document. Peu importe, on peut indexer facilement les mots qui sont répétés pour les besoins de la cause, pour les besoins de l'explication. C'est comme du Chateaubriand. Point. J'ajouterai. Là, je remarque au passage que Proust a joué, a calligraphié le J majuscule. Mais je ne peux pas reproduire cela. Il a joué avec sa plume sur cette lettre. J'ajouterai. Et là, à nouveau, c'est plus important. Je note que Proust, ce qu'il ne fait pas d'habitude, il dissocie les deux points. Il s'en sert comme s'il s'agissait d'un signe pour indiquer qu'il va à la ligne. Parce qu'effectivement, là, c'est son texte, le texte rédigé qui reprend le morceau qu'il a envie d'écrire. Les lignes qui précèdent sont une note de régie, mettre ceci, etc. Bon, mais là, je suis ici pour transcrire, pas pour analyser, sauf que je suis obligé d'analyser et d'expliquer à chaque fois, sinon je ne comprends même pas, je ne comprends pas pourquoi il met ces deux points, non pas où il aurait dû les mettre, où il les met d'habitude, après j'ajouterai, mais au début d'un alinéa. Qu'importe qu'elle ne soit qu'une ouvrière, voilà. Proust ne se répète pas, là il commence sa phrase réellement. Qu'elle ne soit qu'une ouvrière. Bon. Ensuite, je constate qu'il n'y a pas l'accent grave sur ouvrière. Faut-il le mettre ou non? Je pense le mettre. Tout cela n'est pas indifférent, j'en mets un, mais quelqu'un qui voudrait travailler sur la ponctuation ou l'accentuation dans les manuscrits serait obligé de regarder le document original, puisque je ne respecte pas ce que Proust a fait. Mais une transcription ne peut jamais être intégrale, on ne peut pas respecter tout ce que Proust a fait. On peut y avoir, on peut donner une interprétation, on peut donner un guide qui peut aider la lecture, mais celui qui veut étudier la parenthèse, celui qui veut étudier la ponctuation, celui qui veut étudier l'accentuation du manuscrit, de la page manuscrite écrite, ce cahier écrit par Marcel Proust, est obligé de retourner à l'original. Après le point, je vois le début d'un mot. Moi, je dis EL. Et donc, je complète entre crochets droits, parce que si on ne fait pas ça, si on ne lit pas le mot qui a été biffé, que je souligne, peu importe, si on ne lit pas complètement, on finit par ne plus pouvoir transcrire. Il faut repérer chaque mot, reconstituer chaque mot, chaque fragment de mot. Sinon, ça n'est pas possible. Sinon, on finit par perdre pied très rapidement. Ensuite, je continue. Toujours, je ne respecte pas la ligne, ça n'est pas nécessaire, c'est de la prose classique. Ce au milieu de qui
on vit n'importe pas. J'ai un peu plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de modifications, et encore même quand il n'y a pas de modification de l'écriture, là il y a une virgule. Et il y a toujours des difficultés puisque personne ne peut nous aider que nous-mêmes. C'est d'ailleurs, je note au passage, puisque personne ne peut nous aider que nous-mêmes. Nous-mêmes, je remarque que Proust ne met pas de trait d'union, mais c'est peut-être parce qu'il est passé à la ligne suivante. On peut peut-être ajouter un trait d'union, ou même le mettre entre crochets droits, mais là ça devient du byzantinisme, ça devient vraiment une trop grande précision dans le détail. Que nous-mêmes... Ah, alors là, je constate qu'il y a une rupture dans la construction, il faut bien dire que ça n'est pas régulier. Nous aider que nous-mêmes à ce que nous avons, mais c'est pourtant bien ce que je lis. Donc je reprends parce que visiblement là, il y a une rupture de phrase. Au milieu de qui on vit n'importe pas, puisque personne ne peut nous aider que nous-mêmes à nous aider à faire quelque chose, mais Proust continue à ce que nous avons. À ce que nous avons. Alors on peut penser qu'il a oublié un mot. Personne ne peut nous aider que nous-mêmes à découvrir ce que nous avons dans un monde intérieur. Mais je n'ajoute rien parce que la phrase fait sens comme ça. Dans un monde intérieur où les autres n'ont pas accès. Bon, alors là, oui. Ceux au milieu de qui on vit n'importe pas, puisque personne ne peut nous aider que nous-mêmes à ce que nous avons dans un monde intérieur où les autres n'ont pas accès, ou bien alors ou à découvrir, par exemple. On peut mettre ça entre crochets droits, si on veut que la phrase ait un sens immédiat. Mais encore une fois, à quoi sert une transcription aussi détaillée? À lire l'original, oui, à l'interpréter. Là, les modifications ne sont pas très complexes. Mais tout de même, on va voir tout de suite par la phrase suivante un cas de figure assez intéressant. Je lis là « et que ». Le membre de phrase est barré. Là, ce qui est important, c'est de voir que Proust a d'abord barré « et que ». Ensuite, il a repris sa phrase, et donc, il a recommencé sa phrase, la deuxième phrase, il l'a barré également. La seule main qui conduit notre esprit. Là, je remarque au passage qu'une main qui conduit l'esprit, ça se justifie que dans une métaphore religieuse. Et la main mystérieuse de l'évolution. Là, non. On entre dans un autre registre beaucoup plus scientifique, l'évolution avec un capital, et là c'est capital, effectivement. Donc je souligne 3 fois pour ne pas oublier. Qui place, qui est barré, remplacé au-dessus par dispose, chaque esprit comme une fleur. Voilà, donc là on a une structure assez complexe où on a un premier début de phrase qui est barré, ensuite une phrase qui est modifiée, l'évolution qui place, dispose, chaque esprit comme une fleur. Alors qu'est-ce que je fais là? Parce que selon mon système, je devrais souligner, indiquer comme rayé l'ensemble de la phrase. Le lecteur aura plus de mal à comprendre qu'il y a à l'intérieur de cette phrase une première correction que je sépare par une barre oblique et que en italique biffé, barre oblique qui indique que la reprise, qui est elle-même biffée, est séparée. De même, place et dispose sont séparés, ce sont deux verbes qui ne viennent pas en concurrence. Dispose remplace place, je signale, par une barre oblique entre les deux.
Mais aussi bien, j'aurais pu ne pas souligner cette phrase-là et mettre en note qu'elle a été barrée complètement après coup. Voilà, j'arrête là parce que je n'ai encore fait qu'une dizaine de lignes. Tout cela va beaucoup plus vite sur le terrain parce que on ne dispose d'un petit nombre d'heures, et même sans manger entre midi et 2 heures, en allant au cabinet des manuscrits, de 9 heures à 17h45, et même 17h30, parce que si on ne rend pas le manuscrit avant l'heure de la fermeture, le magasinier vous fait sentir qu'il n'est pas content. Mais un vieil habitué comme moi, on a dans le placard vitré à droite, on a la possibilité de laisser pour le lendemain le manuscrit, si précieux soit-il, au lieu de retourner dans les coffres de la réserve. Oui, oui, monsieur, on vous le garde pour demain dans l'armoire à glace vitrée là, qui se trouve là à droite. Ça, c'était comme ça au bon vieux temps où on avait accès à l'original. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Je ne vois pas comment on peut encore faire une transcription diplomatique pure et dure et simple, puisqu'on peut. Il y a des photocopieuses, il y a des microfilms, il y a des photographies, il y a des facsimilés. En revanche, si on continue à transcrire en dépit à déchiffrer, à transcrire, à éditer en dépit de tous ces moyens modernes mis à notre disposition, c'est parce que, effectivement, dès que le passage devient compliqué, dès que la structure de la phrase, dès que le système de rature, d'addition, de correction, de modification devient complexe, il faut démêler l'ensemble qui est comme un écheveau emmêlé sur 2-3 lignes, et on est obligé, dans ce cas-là, de déplier les difficultés pour les résoudre les unes après les autres, et très vite, on est obligé, effectivement, d'abandonner la transcription diplomatique de façon à donner une interprétation. Je ne pense pas que pour les passages complexes, évidemment, il y a là pour moi c'est tout simple. Il y a les passages, il y a les manuscrits beaucoup plus, des manuscrits de rédaction, des brouillons beaucoup plus complexes, où là, bon, on peut effectivement se contenter d'une diplomatique, peu importe, c'est du texte courant, comme on dit, même si ça court. Vous voyez, dans le détail, ça ne court pas. Je me suis arrêté à chaque petit point qui faisait problème. Genre, il y en a d'autres qui font problème et dont je n'ai pas parlé. Mais dès que la structure devient complexe, dès que les modifications deviennent complexes, il faut passer à un système qui est mixte, effectivement. Je ne respecte pas la transcription diplomatique, mais je ne peux pas parler de la transcription comme une transcription linéarisée à proprement parler. C'est un système mixte. Et je n'hésiterai pas à dire ce qui peut paraître tout à fait paradoxal, même scandaleux. C'est une cuisine. La transcription est toujours une cuisine. Il n'y a pas de système universel. Chaque page pose des problèmes qu'on ne rencontre pas dans d'autres pages. Là, ce qui m'a posé problème, ce qui me pose problème dans ces pages, c'est la façon dont Proust dispose ces 2 points. C'est la première fois que je vois ça, mais je le vois 2 fois. Il s'en sert non pas à la fin d'un mot pour passer à l'explication, mais il s'en sert comme s'il introduisait un alinéa. C'est tout à fait curieux, et c'est ça qui m'intéresse dans cette page. Donc encore une fois, les moyens modernes permettent de faire l'économie de la transcription diplomatique, qui est une épreuve épouvantable si on essaye de reproduire le texte tel qu'il se présente sur la page, en faisant semblant de ne rien comprendre, ce qui est impossible. Vous avez posé plusieurs questions en même temps. Oui, effectivement, peu importe les conventions, effectivement, QD, on peut penser qu'un spécialiste des manuscrits saura ce que ça veut dire. Mais quelqu'un qui veut étudier les abréviations dans les manuscrits de rédaction de Marcel Proust me dira il ne faut pas restituer quand QAND en toutes lettres. Alors je peux faire Q entre crochets droits toujours, UAN, je referme le crochet droit et mettre le D. Vous avez là 3 solutions possibles au même problème. Ça n'est pas très intéressant d'en discuter, c'est une affaire de convention. Quant aux différentes étapes dans la transcription, je n'y ai jamais cru. Je pense que il n'y a pas d'étape à griller, à brûler, à crier. On ne peut pas faire l'économie de toutes les étapes, mais toutes sont mêlées. On ne peut pas transcrire
si on n'a pas compris. La transcription et l'interprétation, pour moi, sont mêlées ensemble. Reprenons l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Vous avez J-A-M-E-S. Un Pékin, si je puis dire, un chercheur non averti, lisant pour la première fois une première feuille d'un premier cahier de brouillon de Marcel Proust, lira James, puisque Proust a écrit J-A-M-E-S. Et tout de suite, il fera une note sur Henry James. Moi, il me faut un savoir accumulé pour savoir qu'il faut lire Francis Jammes en 1910. C'est une évidence pour moi. Donc, vous voyez, il n'y a pas la possibilité de transcrire innocemment, diplomatiquement. Donc, tout est déjà le fruit d'un savoir, d'une interprétation qui est le fruit d'un savoir, effectivement. Il n'y a pas de lecture naïve. Si, il y a 20 ans, je faisais des transcriptions très naïves, mais heureusement, j'avais quelqu'un pour me dire non, non, c'est Francis Jammes, ce n'est pas Henry James. Il y a un savoir que j'essaye de transmettre. C'est très difficile, c'est épouvantable d'ailleurs, parce que ce savoir, c'est vraiment. Il porte surtout. J'ai lu Marguerite Audoux. Bon, le prisonnier dans Marguerite Audoux, je vois de quoi, dans Marie-Claire de Marguerite Audoux, je vois de quoi il s'agit, mais dans Chateaubriand, je ne sais pas. Il faudrait que je relise tout Chateaubriand pour voir de quel prisonnier parle Marcel Proust dans toute l'œuvre de Chateaubriand. Vous voyez donc, j'arrête là la transcription pour en revenir aux principes généraux qui sont assez simples. C'est l'adaptation à la page à transcrire. S'il y avait plus de difficultés, j'aurais expliqué davantage à l'aide d'un commentaire. Je pense qu'on ne peut pas transcrire sans commentaire, c'est évident. Et enfin, ce que vous avez dit qui est très important, est-ce qu'il y a une transcription par chercheur? Oui, dans un certain sens. Si le chercheur s'intéresse à la ponctuation, je le dis tout à l'heure, s'il s'intéresse aux parenthèses, s'il s'intéresse à l'accent circonflexe, s'il s'intéresse en particulier au féminin chez Proust, aux participes passés féminins qui sont très souvent déficients. S'il s'intéresse au trait d'union, à chaque fois, il s'intéressera à un détail de la transcription qui ne concernera pas un autre chercheur. S'il s'intéresse à la calligraphie, s'il s'intéresse au graphisme, il verra premièrement, un deuxièmement qui ne sont pas typiques, un J majuscule qui est calligraphié ou presque calligraphié. Si c'est un graphologue, il s'intéressera à autre chose. On a sur cette feuille des écritures tout à fait différentes, mais elles sont toutes de Marcel Proust. Là, c'est une écriture qui est assez allongée, tandis que qui est penchée de toute façon sur la droite, c'est une évidence, tandis qu'ensuite vous avez une écriture qui est droite et qui ensuite se poursuit et redevient penchée, mais beaucoup plus petite. Parce que Proust a essayé d'abord de terminer sa phrase sur cette feuille, et ensuite seulement il est passé, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas, il est passé à la page suivante, au verso suivant, où là où il écrit beaucoup plus large à nouveau. Et ça, même une diplomatique ne pourra pas rendre compte de ces détails-là. Il n'y a que des transcriptions mixtes. Et la transcription est une interprétation, encore une fois, dans la mesure où celui qui cherche, le chercheur, quand il transcrit ce qui l'intéresse. Et il ne voit pas le reste. Si on n'a pas un savoir, si on n'a pas un centre d'intérêt, on ne voit pas. Et donc on ne transcrit pas. Ça n'est pas une opinion pessimiste, mais il faut bien souligner à chaque fois les limites du travail. C'est pour cela que, d'une part, premièrement, comme dirait Proust, la transcription ne remplacera jamais le recours à l'original, au manuscrit original, et deuxièmement, ça n'est pas du tout pessimiste, puisque en dépit de la diffusion maintenant possible, massive, il y a 20 ans, je n'aurais pas pu vous montrer cette feuille de papier, en dépit de la diffusion massive du facsimilé, on continue à faire des transcriptions et des éditions, ce qui montre que l'interprétation est essentielle. Le document brut, bon, vous pouvez vous passer une soirée à regarder cette feuille de papier, ça ne fait jamais qu'une page,
Mais comme il y a 120 pages dans le cahier, très vite, vous allez abandonner si vous ne savez pas de quoi il parle. Et pour le savoir, là, encore une fois, je reviens, je veux souligner James. Et puis Marguerite Audoux, Chateaubriand, Georges Sand, Marguerite Audoux. Qu'est-ce qu'ils font ensemble avec le romancier russe, avec Tolstoï ou Dostoïevski, dont j'ai parlé tout à l'heure? Il y a un sens qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'il faut tout lire avant de commencer. Vous pouvez transcrire une page de Proust, mais beaucoup de choses vous échapperont. De même, moi, je ne me risquerai pas à transcrire un manuscrit d'un écrivain que je ne connaîtrais pas. Je pense que la spécialité, ça existe. Je pense qu'un fond manuscrit, de toute façon, le fond manuscrit d'un écrivain est suffisamment riche pour qu'on ne soit pas tenté de regarder de l'autre côté de la barrière ce qui se passe.